19h45, mesdames, messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, le train express régional, l'heure est à l'évaluation. Après une année d'exploitation, la rentabilité de ce joyau, une interrogation prétexte les révélations du journal Figaro. Selon le quotidien français, les prévisions de la société d'exploitation du train express régional, filiale de la CNCF, la ligne ferroviaire devrait transporter 100 000 passagers pour trouver son équilibre financier en 3 ans. Les précisions de Amadou Bari à suivre dans ce journal. Tension entre pouvoir et opposition, le khalife général des cadres alerte sur la situation politique du Sénégal. Il appelle à la paix et au dialogue. Le khalife général était dans la banlieue de Dakar. Vous entendrez son porte-parole dans ce journal. Et puis, actualité religieuse, 43e édition de la Ziara de la famille de Cheikh Omar Foututal. L'événement se tient actuellement à Dakar. À suivre dans cette édition, la délégation du groupe E-Media Invest qui était chez le Khalif général Thierno Madani Tall. Également le reportage de Ali Sow qui s'intéresse à la vente de chapelets, des chapelets dont le prix varie entre 500 et 120 000 francs CFA. Voilà pour les titres, le développement juste après ceci. Bonsoir et bienvenue à l'entame de cette édition mouvement d'humeur des élèves du département de Mbour. Depuis plus d'une semaine, ces apprenants sont dans la rue pour réclamer la révision du programme d'études et pour mettre un terme à ces manifestations. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 1 dit prendre acte et pour trouver des solutions, et c'est pour trouver des solutions idoines, nous dit notre correspondant à Mbour, Muntaga Kana. L'inspecteur de l'éducation et de la formation qui a rencontré les parents d'élèves, les élèves et les syndicalistes au fin de mettre un terme à la grève a fait savoir que la question de la révision du programme est en cours d'étude par le ministère de l'Éducation nationale et les autres départements concernés. Il y a un chantier au niveau du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la révision des curricula. Je disais que c'est une question technique, c'est une question stratégique parce que ça implique beaucoup d'aspects à la fois, notamment les manuels scolaires et les évaluations. Et tout cela, c'est des questions en tout cas qui sont gérées au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et à mon avis, même si les élèves ont le droit de poser des questions, je disais que c'est des questions qui sont légitimes, mais il n'est pas du ressort de l'élève de dire que le programme, n'est-ce pas, est lourd, le programme est ambitieux, d'accord. Mais il y a des aspects, peut-être même s'il faut enlever certains aspects, il revient aux spécialistes, notamment les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation. Parce que ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation nationale. Il y a des autres ministères en charge de l'éducation qui sont impliqués. Il s'agit du ministère de l'enseignement supérieur, par exemple. Nous sommes dans un processus de continuum du préscolaire, de l'élémentaire au secondaire en passant par le moyen. L'inspecteur de l'éducation et de la formation qui a fait libérer les élèves qui ont été arrêtés il y a 2 jours par la police, à l'en croire, avait obtenu d'eux et de leurs parents l'engagement de faire cesser la grève. Mais ces engagements n'ont pas été respectés. Muntagakan, après la petite côte direction le sud du Sénégal, et c'est pour parler de l'emploi et l'employabilité des jeunes. Sur la question, le sous-préfet de Niassia a rencontré des jeunes des 44 villages que compte l'arrondissement. L'objectif d'échanger sur les projets de l'État pour accompagner les jeunes et les femmes de la localité. Une rencontre qui a vu la participation des maires de Niassia et de Lamport qui, selon eux, la solution serait le retour à la terre. Hassan Ba nous fait le point. C'est au foyer des jeunes du village de Brin, le sous-préfet de Niassia a organisé une grande rencontre pour discuter avec les jeunes de l'arrondissement en présence de tous les chefs de service au niveau régional, départemental et local, ainsi que les projets et programmes intervenant dans la zone. L'objectif, c'est d'orienter les jeunes sur les opportunités d'emploi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Parce que les jeunes là, par exemple, il y a des offres d'emploi. Ils ne connaissent pas là où ils doivent aller, donc ça sera une ignorance totale.
Il y a aussi l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est bon aussi de les orienter vers ça, qu'ils sachent exactement, il y a des dispositions au niveau de l'État qui sont là, maintenant qu'il faut saisir pour pouvoir vraiment avoir cet emploi et l'emploi des jeunes. Retour à la terre, nous avons aussi des jeunes sortant des centres de formation professionnelle qui veulent devenir des entrepreneurs. Nous avons des fermes qui sont là, où les jeunes, on les amène là-bas pour des formations. Le maire d'Enampor soutient que cette zone n'a pas besoin de choses extraordinaires pour lutter contre le chômage des jeunes, mais un encadrement pour un retour à la terre qui est très riche. Adrien Manga donne des exemples précis concernant sa commune. Ce qui nous empêche de nous développer, c'est parfois la vision, c'est aussi parfois le manque de soutien de l'État. Vous voyez, on parle d'aider les jeunes pour l'emploi. Imaginez les étendues de terre que nous avons. Il suffit juste de nous aider avec 1000 hectares, d'emblaver 1000 hectares. Nous avons 4000 jeunes qui vont travailler. Parce qu'un hectare emploie minimum 4 personnes. Une vision partagée par le président du conseil de la jeunesse de Niassia, Jean-Bernard Niafouna, ajoute qu'une formation et un accompagnement sont nécessaires pour valoriser cette terre très riche, longtemps abandonnée à cause de la crise. Pas de centre de formation, donc tout jeune qui, après ses études académiques, a besoin de se faire former est obligé de partir pour se faire former ailleurs. Ça fait partie des problèmes vraiment que la population rencontre ici, que les jeunes rencontrent dans la commune de Niassia. Ensuite, nous avons une terre très riche, mais nous n'arrivons pas à la valoriser. On n'arrive pas à la valoriser parce que les moyens techniques nous manquent. La dépollution des terres a démarré dans l'arrondissement de Niassia. S'en suivra la restitution. Après la restitution, l'État compte accompagner les populations avec des projets comme Puma, AgriJeunes, l'Agropole Sud et le PUDC. Hassan Baye, puis coopération décentralisée franco-sénégalaise. Un atelier consacré à cette coopération s'est tenu à Thiès. Le but de ce programme, appuyer le développement touristique, économique durable et l'attractivité du territoire. Le compte-rendu de la rencontre est signé Isidore Alexandre Sen. La rédaction de projets de coopération poursuit une politique mise en place depuis 2015. Il s'agit du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Donc, un arrangement administratif avait été signé en 2013 et mis en œuvre à partir de 2015. Donc, chaque année, il y a des appels à projets qui sont lancés. Donc, dans le cadre de l'appel à projet 2023 qui a été lancé le 15 décembre 2022 jusqu'au 28 février 2023, nous avons voulu organiser un atelier pour aider les collectivités territoriales. Mais au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et au ministère sénégalais des collectivités territoriales de s'associer pour permettre à leurs collectivités respectives de monter des projets, puisque la coopération entre les collectivités territoriales de nos deux pays, elle est très très active. On compte plus de 180 partenaires. Il y en a des très anciens, d'autres qui naissent chaque année. Et donc l'objectif de nos deux ministères, c'était d'apporter un dispositif qui leur permette de monter des projets. Le dispositif conjoint fait appel à candidature pour les collectivités locales détentrices de projets. Mais il fallait aider les agents à la préparation. Parce que c'est une zone centre. Et puis la ville de Thiès est bénéficiaire du dispositif conjoint depuis 2019. Parce que vous pouvez noter que parmi les participants, certains n'ont jamais bénéficié du dispositif conjoint. Donc c'est pour les sensibiliser et voir ceux qui ont eu des partenaires qui sont dormants. Donc de voir comment réactiver cela et déposer des projets dans le cadre du dispositif conjoint. Des régions comme Matam ont eu à bénéficier de cette coopération décentralisée. D'autres collectivités territoriales comme la ville de Thiès entendent aussi capter des projets. Et bénéfique aux collectivités locales, territoriales du moins, surtout la ville de Thiès qui a accordé une place très importante pour de la coopération. Sans doute, vous savez tous que la ville de Thiès a été toujours en partenariat avec la ville de Caen, d'ailleurs même qui porte le nom de l'avenue Caen. Donc ça occupe une place très importante pour le développement de notre ville. Accompagner des jeunes dans la formalisation et dans la création de leurs entreprises, aussi dans le cadre de la gestion des établissements scolaires.
on a accompagné plus de 20 collèges. Les relations franco-sénégalaises en matière de coopération décentralisée restent un secret de polichinelle. Ainsi, beaucoup de villes sénégalaises entretiennent des partenariats avec celles de la France. Isidore Alexandre Sen, nous parlons de l'assainissement à présent avec la station de pompage de Cambérène, l'ouvrage qui sera bientôt livré. Une assurance du directeur général de l'ONAS, Mamadou Mamour Diallo, et le président de la Banque islamique de développement étaient sur place pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la station de pompage Mamadou Mamour Diallo. Il est le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro de Boudal Ndiache. Ce projet procède de la vision du président de la République Macky Sall, qui consiste à régler un peu les problèmes d'inondation et d'assainissement de Dakar, notamment à travers les 14 communes. Ce projet va également impacter une population de plus d'1 500 000 habitants. La BID qui a financé le projet de 42 milliards à hauteur de 97%, viennent aujourd'hui, vers la fin des travaux, faire une visite de chantier. Les travaux démarrent bien, avancent très bien, et tirent d'ailleurs à leur fin. Aujourd'hui, comme je dis, ils ont été exécutés à près de 97%, me dit-on, notamment pour la partie STEP, mais également la partie émissaire en mer. D'ici à la fin du mois de juin, comme nous l'avons demandé aux bailleurs, ce projet sera livré, mis en service au bénéfice des populations qui en demandent tant, avec, comme j'ai dit, un impact de résoudre considérablement les besoins en assainissement des 14 communes qui polarisent un peu ce projet. Vous savez, ce projet a une dimension technologique qui est assez importante, qui est un peu de régler un peu les nuisances, qu'elles soient olfactives, qu'elles soient sonores. Il n'y aura pas d'odeur. Une fois que le projet est mis en service, il y a une technologie qui a été mise en place et qui permet donc de régler de façon définitive ces nuisances olfactives. Cambérène Ngor Yoff, préparatif de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, prévu du 21 au 22 février 2023. En prélude à cet événement religieux, le comité d'organisation a rencontré la presse hier pour faire part des dispositions prises pour un bon déroulement de l'événement religieux. Pour cette édition, la paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, tout le sens de l'événement religieux, les précisions de Ami Diouf. Vice-président. Le comité d'organisation de plein pied dans les préparatifs du 143e appel de Seydina Limamoulaye. Les travaux entamés seront bientôt achevés. Les préparatifs de cette année ont été marqués par l'organisation d'un comité régional de développement sous la conduite du gouverneur de Dakar, qui a permis d'identifier les besoins dans tous les domaines. Et les assurances ont été faites pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications, les infrastructures et pour l'assainissement. Il importe de signaler que tous ces besoins dégagés par le comité d'organisation sont synthétisés dans un document de suivi des demandes qui fera l'objet d'une évaluation lors d'une réunion nationale qui sera présidée par M. le ministre de l'Intérieur. La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamoulaye, un thème qui touche presque tous les aspects de la vie. Sans la paix, pas de développement, soutient Seydina Issa Thiaoulaye. Pour qu'il y ait 17 millions de Sénégalais, le peuple sénégalais doit faire très attention. Depuis quelque temps, certains s'amusent avec des histoires d'ethnie. C'est devenu fréquent dans certains discours. Et un débat pareil doit être évité au Sénégal. Interpellé sur la situation du pays, Seydina Issa soutient que la stabilité et la citoyenneté doivent être privilégiées dans un pays. Ils veulent nous mettre en marge de la société. Nous sommes des citoyens avant tout. Au Sénégal, les acteurs politiques, quand ils sont au pouvoir, ils nous donnent beaucoup plus de considération. Mais la donne change quand ils sont dans l'opposition. Ce n'est pas une question de guide religieux. Au Sénégal, nous avons un problème de citoyenneté.
solutionner société bépp ci nangam la nekk donc erreur bu rëy. La communauté layène va célébrer le 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye le 21 et 22 février 2023 à Yoff, Cambérène et Ngor, un événement qui sera très marqué par les enseignements de Seydina Limamou Laye pour la paix, le développement et la cohésion sociale. Ami Diouf, justement l'appel du Khalif général des Khadres en visite au Sénégal. Le Khalif était dans la banlieue de Dakar hier. Chérif Bounama Ouldou, son porte-parole, que je vous propose d'écouter. Il est avec Boudal Ndiache. La présence massive des populations de Pékin prouve leur engagement pour la religion islamique et pour les petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Saad Bou, fils de Cheikh Mohamed Taoullah, fils de Cheikh Khalifa, fils de Cheikh Saad Bou, le Khalif général des Khadres, qui vient aujourd'hui rendre visite à Pékin, mais aussi à la région de Dakar tout entière. Le message du Khalif général est celui du porte-parole et notre message à tous, celui de la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Donc nous appelons toutes les populations du Sénégal, à commencer par les autorités, le président de la République, le gouvernement, les responsables religieux, coutumiers, les responsables locaux et les individus à œuvrer pour la paix sociale. C'est parce que dans la paix sociale que tout peut se réaliser. Sans la paix, rien ne peut se faire. Donc nous prions et le Khalif général prie avec lui tous ceux qui l'accompagnent pour une paix durable au Sénégal, pour la population, pour le gouvernement, pour les politiciens, pour les chefs religieux, pour tout le monde. C'est dans la paix que tout peut se réaliser. La visite du Khalif général des Khadres, une transition juste trouvée pour parler de la 43e édition de la Ziara de la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Média, une délégation du groupe était chez le Khalif général hier. Le directeur général de Média Invest a rendu hommage à Thierno Madani Tall et salué son soutien. Mamoudou Ibrakan que voici. Vous êtes le serviteur de l'Hadj Omar Foutiyou Tall. Nous vous accompagnons dans la mission. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour l'islam, pour le Sénégal et le groupe E-Media. Votre soutien indéfectible au groupe E-Media sur tous les plans, ainsi que vos prières. Nos équipes sont sur place. Depuis 2 jours, nous faisons des directs, des émissions enregistrées. La prière du vendredi était d'ailleurs en direct. Nous allons continuer ainsi jusqu'à la cérémonie officielle et nous sollicitons vos prières. La ziara de la famille omarienne, une occasion également pour les fidèles de venir à la grande mosquée. El Hadj Omar Foutiyou Tall, Mariam Sall a quitté Guédiawaye pour venir formuler des prières au mausolée Thierno Seydou Nourou Tall. Je vous propose de l'écouter. Elle est avec Mamadou Dia. Je suis malade, mais j'ai tout fait pour ne pas rater ce rendez-vous. Je viens prier pour un rétablissement. Mes 2 frères sont alités. Nous sommes une famille de diabétiques. Ma grande sœur est tellement atteinte par la maladie. Mon grand frère a des problèmes de vision. J'ai pris un taxi pour venir prier le bon Dieu. Je garde espoir. Et nous nous intéressons à présent à la vente de chapelets, un business florissant, surtout en cette période de ziara. Et les prix varient entre 500 et 120 000 francs CFA, nous dit Aliso. Devant la mosquée omarienne, les vendeurs de chapelets campent sur le trottoir. Ici, clients, vendeurs se côtoient sans aucune barrière. Ce vendeur nous donne les prix des chapelets. Nous avons des chapelets qui coûtent entre 100 000 francs et 120 000. Les moins chers coûtent 500 francs.
Des prix que ce pèlerin venu d'Indioum juge exorbitants. Malgré cela, il considère que c'est compréhensif. Les chapelets sont chers, mais nous sommes obligés de les acheter. En plus, c'est très joli. Eux aussi, nous pouvons les comprendre. C'est leur gagne-pain, donc nous achetons. À cette 43e édition de la Ziara omarienne, les vendeurs de chapelets se frottent bien les mains, selon eux. Actuellement, chez le Grand Rush, ça marche vraiment. Les Tidianes aiment les chapelets, ils achètent. Mashallah. J'ai vendu 200 000, 300 000 et même 500 000 francs depuis le début de la Ziara. À la mosquée omarienne, des vendeurs de chapelets sont venus exposer leurs marchandises. Actuellement, ils soutiennent que la clientèle est au rendez-vous et que le commerce est plutôt intéressant. À ce stade du journal, une note d'économie, nous parlons de la rentabilité du train express régional TER, un an après sa mise en service. D'après une enquête du journal Figaro, il y a un grand retard sur les objectifs financiers. Les précisions de Amadou Barisha. Dans cette enquête du Figaro intitulée Terre de Dakar, Sénégal 0, SNTF 1, en attendant les prolongations, nos confrères français s'intéressent à la première année d'exploitation du TER et le fossé entre les prévisions et les chiffres de la réalité, révélant une insatisfaction du constructeur. Celui-ci misait sur 100 000 voyageurs par jour pour être rentable en 3 ans. Le Figaro révèle le courrier adressé au ministère de tutelle pour l'interpeller sur la nécessité de signer un nouveau contrat pour percevoir les sommes dues, estimées un peu plus de 25 milliards de francs CFA. Juin ce matin, Abdoundé Nissa, le directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine, renseigne qu'effectivement, à ce stade de faute de train suffisant, le taux de fréquentation tourne autour de 70 000 usagers jour. Une nouvelle acquisition, cependant, de 15 trains est néanmoins prévue dans les prochaines années pour doubler le nombre de trains et rattraper le gap de 100 000 usagers par jour. Cependant, dans cette enquête, le directeur du patrimoine soupçonne plutôt un stratagème de l'exploitant pour pouvoir prolonger son contrat de 25 ans au Sénégal, ce à quoi nos autorités ne seraient pas favorables, œuvrant à un transfert de compétences dans 3 ans. Pour Abdoundé Nissal, le TER est un succès éclatant qui mérite d'être soutenu. Sa vocation à court terme, défend-il, c'est d'atténuer l'externalité négative des embouteillages à Dakar, estimés à 100 milliards perdus par an. Sur le retard de paiement pour compenser le déficit de la société d'exploitation en raison de la forte augmentation du prix de matières premières révélée dans l'enquête, Sall dément. Selon lui, l'État a pris l'engagement de payer à temps à hauteur de 18 milliards de francs CFA de compensation par an pour maintenir les tarifs. Amadou Barrier, pour finir, sport Jeux olympiques 2024, le comité olympique sénégalais a offert des bourses aux athlètes, un soutien qui va permettre à ces sportifs de haut niveau de mieux préparer la compétition. La cérémonie de signature de convention s'est tenue en présence de nos reporters Héloïse Blondel et Seleman Diallo. Le projet CAP JO 2024, initié par le Comité national olympique sénégalais, a investi près de 387 millions de francs CFA dans la préparation d'athlètes nationaux pour les JO 2024. Pour 18 d'entre eux, sélectionnés sur un certain nombre de critères, des bourses ont été accordées. Il y a 8 athlètes qui avaient déjà bénéficié de la bourse de solidarité olympique grâce au comité olympique. On n'a pas estimé que cette bourse olympique était quand même certes suffisante, mais on pouvait les encourager davantage en ajoutant un petit pécule de 600 € par mois. Et les athlètes 10 autres qui n'ont pas bénéficié de bourse, il s'agit de leur donner une subvention de 1 000 € par mois. Une première qui permet aux athlètes un entraînement perfectionné. Une aide que les sportifs accueillent avec joie et motivation. J'attends la bourse depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu toutes mes compétitions à l'étranger. Les conditions ne sont pas les mêmes. Je m'entraîne à la mer avec des moyens rudimentaires. Seule la bourse me permettra d'avoir un matériel adéquat. Une initiative nécessaire qui inclut les sportifs paralympiques
et qui vise à promouvoir la présence sportive sénégalaise lors de rencontres internationales. Et c'est cette note de sport qui siffle la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.